Oui, Jean-Baptiste de Foucault. Je rappelle donc que vous êtes inspecteur général des finances au ministère de l'économie et des finances français, et que d'autre part vous êtes auteur de 2 livres majeurs sur notre société et ses transformations. Société en quête de sens, premier livre, paru en 1995, et les 3 cultures du développement humain, paru en 2002. Alors j'ai envie de vous poser une question clé aujourd'hui, c'est cette question de la crise. D'abord, on parle de crise, qu'est-ce que c'est qu'une crise? J'ai envie de poser cette question à l'économiste que vous êtes, parce que beaucoup de gens comprennent ce qu'est une crise comme ça, parce que chacun de nous, on traverse même à titre personnel des crises. Mais qu'est-ce que c'est qu'une crise dans une société? Et d'autre part, on a vu apparaître ce mot très nouveau à la une des journaux, on parle de crise systémique. On ajoute cet adjectif systémique. Pour quelqu'un qui fait la théorie des systèmes depuis 20 ans, évidemment, il va comprendre ce que c'est qu'une crise systémique. Mais après tout, ce mot, il fait son apparition dans les journaux de manière complètement nouvelle. Donc je crois que ça peut être intéressant qu'on reparte des basiques, c'est-à-dire au fond, premièrement, bien expliciter ce que c'est qu'une crise sociale, une crise écologique, une crise économique. Là, on parle de macroéconomie dans tous les cas, dans les 3 cas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une crise macroéconomique, pas une crise individuelle d'un individu. Et d'autre part, au fond, pourquoi on y accole le mot systémique, et qu'est-ce que c'est que la systémique, et en quoi on peut dire que cette crise est plus systémique que les autres. Et on finira sur cette question majeure, est-ce qu'à crise systémique, ne faut-il pas répondre de manière systémique? Et est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une civilisation qui a construit tout son développement sur des mécanismes et une civilisation qui serait systémique dans sa nature même? Ce sont des bonnes questions et des questions difficiles. Alors, crise, une crise, c'est lorsque, au fond, la régularité qui accompagne le fonctionnement d'un système, que ce soit de notre vie individuelle ou une entreprise ou une société, tout d'un coup, cette régularité de fonctionnement se trouve remise en cause par un accident. C'est-à-dire que, par exemple, des prix qui se mettent à augmenter très vite, ou une marchandise qu'on ne trouve plus, ou une maladie, ou une rupture, voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut dire que la vie est en permanence en crise, mais elle n'est pas qu'en crise. Je pense d'ailleurs qu'on aurait intérêt à avoir de la vie une vision double, c'est-à-dire que la vie est à la fois un miracle et une épreuve. Et qu'il y a toujours en permanence ces 2 dimensions à tenir ensemble. Au moment du miracle, ne pas croire qu'il n'y aura jamais d'épreuve, il y aura épreuve. Au moment de l'épreuve, ne jamais désespérer et oublier que toute épreuve a sa fin. Et donc, ça c'est vrai pour la vie individuelle, mais c'est vrai aussi pour les sociétés qui connaissent des crises régulièrement. Toute société, toute époque a des défis à affronter dans une société Les sociétés sont toujours en mouvement plus ou moins rapide, mais il y a toujours du mouvement dans les sociétés. Même actuellement, pendant très longtemps, le mouvement était plutôt d'ordre politique, il s'agissait de conquérir le territoire de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus des mutations économiques qui font changer les sociétés. Mais il y a toujours des phases de stabilité, des phases de progrès et des phases de crise. Donc, c'est assez logique que pour gérer la complexité de la vie,
espèce de miracle qu'est la vie, toute cette organisation de la matière qui est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué, cette économie dans laquelle des tas de gens produisent librement, enfin, peuvent produire, peuvent rentrer sur un marché pour produire, apporter de nouvelles productions, trouver du travail, et des consommateurs qui consomment librement et qui ont le droit de choisir entre tel ou tel bien. Pour organiser cette coordination, on a trouvé le marché, mais le marché, c'est le moins mauvais des systèmes, mais il a toujours des inconvénients. Il n'est jamais parfait, il n'est jamais pur, et il y a toujours des chocs. Bon, donc voilà ce qu'on peut dire sur la crise. Mais en rappelant peut-être qu'en grec, le mot crisis veut dire en même temps opportunité. Donc une crise, ça révèle un défaut de fonctionnement qu'on ne voyait pas, qui tout d'un coup apparaît en lumière et qui oblige à corriger le système. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de crise systémique. Alors, il y a, je pense, plusieurs sources dans l'usage soudain de ce mot. Bon, il y a d'abord une origine, je dirais, strictement financière et technique. C'est que les gens qui s'occupent de finances, de banques, depuis plusieurs années, ont cette hantise de ce qu'ils appellent la crise systémique, c'est-à-dire dans le domaine bancaire, dans le domaine boursier. On sait qu'il y a des situations, notamment dans le domaine boursier, où se produit ce qu'on appelle un corner, c'est-à-dire que des gens ont pris des positions, mais il n'y a pas en face le nombre de vendeurs et on ne sait pas comment déboucler une position. Il y a des situations qui s'appellent un corner. Bon, de même en matière bancaire, il peut y avoir des moments où c'est ce qui s'est passé, où tout d'un coup les banques ne se font plus confiance, parce qu'elles ont peur qu'en prêtant à quelqu'un, elles ne puissent pas récupérer leurs créances. Et donc plus personne ne prête à personne, et à ce moment-là, le système se gèle, il n'y a plus de marché interbancaire, et à ce moment-là, si la Banque centrale n'intervient pas pour fournir de la liquidité aux banques qui n'en ont pas, le système s'arrête. Donc il y a une deuxième dimension, qui est une dimension, je dirais, qu'on utilise le mot crise systémique dans le domaine de la finance. C'est un mot qui était utilisé d'autant plus que les produits très sophistiqués se développaient, que ces produits se développaient sur des marchés qui n'étaient pas organisés. Une partie des fameux CDS se sont développés sur des marchés très faiblement organisés. Donc plus un marché est faiblement organisé, plus le risque de crise systémique est grand. Donc on a cette dimension-là qui est apparue en pleine lumière. Mais alors derrière ça, s'ajoute, je dirais, une autre idée que, alors une crise systémique dans le domaine bancaire, donc nous l'avons, pour l'instant on a colmaté, on a évité que la crise dégénère, mais elle n'est pas, au moment où je vous parle, en ce 15 novembre 2008, elle n'est pas solutionnée, puisque le marché interbancaire n'a pas véritablement repris. Il y a énormément de méfiance encore. Donc, il n'y a pas extension de la crise, mais il n'y a pas retour à la confiance. Bon. Mais derrière ça vient une troisième idée, qui est-ce que ce n'est pas notre système économique lui-même, le capitalisme, dans son mode de fonctionnement, qui est lui-même en crise profonde, au point que le capitalisme, au fond, pourrait s'effondrer et donner lieu à un autre régime. Alors il y a des théoriciens de ça. Il y a un théoricien qui s'appelle Immanuel Wallerstein, qu'on avait fait venir d'abord au Club Conviction, je me souviens, il y a quelque temps, qui avait dit, mais vous savez, le capitalisme, c'est pas évident qu'il durera toujours. La plupart des systèmes économiques ont changé très fortement. Bernard Perret vient de publier un livre qui s'appelle « Le capitalisme est-il durable ?» Donc là, on arrive sur une troisième dimension. Est-ce que la crise bancaire, crise financière, est le syndrome avancé d'une crise plus globale, une crise du système capitaliste qui oblige à inventer un autre système? Alors là, nous tombons sur un problème, c'est que l'autre système, alors il y a alors certains disent qu'il y a des éléments de système de remplacement qui existent. Par exemple, Claude Alphandéry dit, dans l'économie sociale et solidaire, dans le monde coopératif, dans le monde associatif, en fait, on produit des biens, on produit des services, mais sans que la logique du profit
soit aussi prégnante. Le lien est aussi important que le bien. Donc c'est des systèmes où la richesse se développe peut-être un peu moins vite, mais elle est beaucoup plus régulière, beaucoup plus stable, beaucoup plus mieux redistribuée. Donc alors, la question c'est est-ce que ce genre de dispositif peut fonctionner pour l'ensemble de la société ou est-ce que c'est un élément de la société? Ça c'est une question ouverte. De toute façon, moi je ne sais pas si la crise est systémique. Alors, il est clair qu'en matière d'écologie, là, nous avons clairement un problème climatique devant nous. En tout cas, les meilleurs experts le disent, avec quand même quelques voix critiques, mais globalement, le consensus majoritaire, c'est qu'il y a devant nous un gros problème à résoudre. Donc là, nous avons un problème de système. Je ne sais pas s'il est systémique. La crise n'est pas encore apparue clairement. Enfin, on voit quand même, il y a des phénomènes climatiques qui commencent à se... Mais on sent la crise monter quand même. Elle n'est pas... On en voit des aspects encore gérables, sans doute prévenables, si on s'y prend à temps, si on fait les efforts nécessaires. Alors, est-ce que nous sommes ensuite crise de système ou crise globale? Pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a une crise globale. Crise de système, du système capitaliste, j'en suis moins sûr. Crise globale, oui. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire de nouvelles régulations, résister à toutes les déficiences de la société, construire de nouvelles régulations et laisser la place à des comportements plus audacieux, plus utopiques que des pionniers peuvent faire en prenant des risques, qui aident ensuite d'ailleurs à améliorer les régulations. Alors, crise globale, quand même, problème de régulation globale. C'est-à-dire que nous aurons besoin, je pense que la hausse du niveau de vie dans cet univers mondialisé, où ceux qui n'étaient pas entrés dans le développement ont envie d'y rentrer légitimement, vont avoir besoin de prélever sur les ressources rares et sur sur les ressources climatiques d'une certaine façon, et donc il va bien falloir compenser ailleurs. Donc ils veulent rentrer, donc je pense que pour le monde développé, nous n'allons pas échapper à une hausse lente du niveau de vie. Le problème va être plutôt de préserver notre niveau de vie, mais ça ne nous empêche pas d'améliorer la qualité de vie, de jouer plus le style de vie, de favoriser plus le développement personnel et d'accroître nos capacités de solidarité et de justice sociale. C'est pour ça que je pense qu'un niveau de redistribution sociale relativement élevé par l'impôt, par des formes volontaires, est un élément essentiel de cette nouvelle donne. Et que toutes les politiques qui visent à baisser le niveau de prélèvement obligatoire sont des impasses. Il ne faut peut-être pas les élever exagérément parce qu'il y a des effets négatifs, mais sûrement pas les baisser. On voit d'ailleurs à quel point le fait pour les États-Unis de ne pas avoir de système de redistributif suffisant fait qu'ils ont demandé à des produits financiers de faire des choses que l'individualisme au fond ne voulait pas accepter en tolérant un système de redistribution relativement contraignant. Voilà, le fait de ne pas avoir accepté un minimum de redistribution fait qu'on a essayé de faire la même chose en utilisant des produits financiers qui se sont finalement avérés se retourner contre la société et finalement la redistribution qui avait été chassée par la porte revient par la fenêtre dans la pire des conditions. Voilà. Donc je pense que la réponse doit être globale et elle doit être pas seulement en termes d'instruments, de procédures, de mécanismes, mais également qu'on n'échappera pas à un certain rapport avec soi-même, un certain rapport avec les autres et un certain rapport avec la richesse elle-même. Donc dans les trois cultures du développement humain, j'ai plaidé pour le concept d'abondance frugale, c'est-à-dire de compenser la belle idée d'abondance, qui est une belle idée spirituelle d'une certaine façon, par un principe de compensation, de sobriété, de frugalité. Mais au fond, ce
que nous avons à réaliser devant nous, c'est l'équilibre entre l'activité professionnelle, qui permet à chacun d'obtenir une rémunération, donc d'avoir un revenu qui lui donne de l'autonomie tout en étant utile à autrui. Donc, équilibre entre la dimension professionnelle de la vie, avec ce qu'elle apporte de rémunération, de contraintes aussi, puisque travailler demande des efforts, demande de s'intégrer dans une équipe, dans la division du travail, la dimension relationnelle, qui fonctionne sur une autre logique temporelle, plutôt sur le donner, recevoir, rendre, où là il y a de la gratuité, mais en même temps de l'intérêt pour autrui, pas de l'intérêt à vide, mais donc donner, recevoir et rendre, des relations, de l'amitié, de l'amour, et puis une dimension spirituelle de la vie, qui est au fond la confrontation de chacun avec l'épreuve radicale qui frappe chaque vie, et pour lequel il faut travailler sur le sens, il faut savoir le sens que l'on donne à sa vie. Donc voilà, pour moi, la crise que nous connaissons, elle va nous obliger à la fois à travailler sur nos régulations collectives, mais également sur un projet de développement humain. Voilà. La dimension utopique dont vous parliez. Oui, mais alors la dimension, pour moi, ça n'est... Enfin, alors, dans ce livre sur les 3 cultures de développement humain, où il y a donc tout un chapitre sur l'utopie, j'ai essayé de distinguer plusieurs formes d'utopie. Il y a l'utopie totale, il y a l'utopie globale, et il y a les utopies locales, les utopies partielles, les utopies transversales. Plus on est dans l'utopie globale, plus c'est difficile à réaliser, plus c'est un genre séduisant mais dangereux. Aujourd'hui, on se méfie un peu de l'idée de totalité, mais au fond, l'approche systémique du monde, c'est un refus de l'individualisme, au fond. C'est l'idée qu'il y a une certaine autonomie de l'individu, mais qui n'est pas aussi forte que l'illusion qu'il peut en avoir, parce que c'est une autonomie qui s'exerce à l'intérieur d'un système qui a lui-même ses lois et qui conditionne certaines formes d'autonomie plutôt que d'autres. Et donc la crise actuelle nous fait, je crois, on a trop joué sur l'idée que individu plus marché égale intérêt général. Ben, au fond, ça ne marche pas comme ça. L'individu, il est lui-même dans un système, le marché doit être lui-même encadré pour qu'il soit mis au service de l'individu et non pas qu'il se serve de l'individu pour, au fond, alimenter le désir de pouvoir ou d'argent des classes dirigeantes. Donc il y a bien un problème de système à reconstruire qui ne supprime pas ce qui existe, mais qui l'encadre. Voilà. Et ça implique une certaine science du tout, effectivement, par rapport à une vision de l'individu, de l'altérité, qui est peut-être un peu trop forte et que les formes actuelles de spiritualité ont peut-être un petit peu trop développé. La spiritualité implique l'altérité, bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la totalité qui ne doit pas devenir totalitaire. C'est un des grands problèmes de la spiritualité aujourd'hui, c'est retrouver le sens de la totalité, d'une totalité non totalitaire. Voilà. Donc, mais la démocratie, au fond, c'est ce qui permet le mieux à une totalité non totalitaire de s'exprimer, parce que c'est elle qui essaie de maximiser le potentiel des individus sans qu'ils nuisent à autrui. C'est ça sa fonction profonde, en donnant à chaque individu la capacité de donner le meilleur de lui-même. On donne une définition un peu spirituelle de la démocratie. La démocratie n'est pas seulement le droit de vote égal pour chacun, ça c'est la procédure, mais sa finalité, c'est de mettre chacun en position d'exercer sa souveraineté avec les autres et pour le meilleur parti de lui-même et des autres. Donc, je pense que la crise actuelle nous oblige, au fond, à repenser en profondeur l'équilibre entre l'écologique, le social, l'économique, le financier, l'éthique et le spirituel. Tout ça, alors, pour moi, tout ceci peut se faire avec une économie de marché relativement
qui continue à exister, mais mieux régulé qu'aujourd'hui, et surtout dans un cadre démocratique. Et de temps en temps, je m'inquiète quand on dit il faut tout changer, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des apprentis sorciers qui vont utiliser l'angoisse présente pour tout changer et causer des ravages à la société. Encore une fois, l'équilibre entre la fonction de résistance, la fonction de régulation et la fonction d'utopie, c'est la condition pour qu'une démocratie fonctionne bien. Et cette mise en équilibre des trois cultures implique une certaine sagesse spirituelle. Donc, la sagesse spirituelle en politique, c'est de savoir concilier ces trois cultures. Et ça ne va pas de soi. Parce que les tempéraments sont plus ou moins tournés vers une de ces cultures. Les tempéraments de résistants, qui sont, on voit bien tout ce qu'ils ont de polémique, d'avantageux, d'efficace, mais en même temps, ils peuvent être injustes, ils peuvent avoir des effets pervers considérables. Quelquefois, on résiste à des changements que l'on ne devrait pas résister, par exemple. Ce sont des bons changements. La résistance peut être faite au service du corporatisme. Il peut y avoir des mauvaises et des bonnes résistances. Voilà. La culture de la régulation, c'est une autre culture. Et arriver à concilier en soi ces trois cultures, ça n'est pas si facile. Dans une société, c'est difficile aussi. Mais c'est au fond assez intéressant de lire sa vie, de lire sa vie en disant au fond quelle est mon utopie, qu'est-ce que j'essaie de réguler autour de moi et à quoi est-ce que je résiste vraiment et est-ce que je résiste à bon ou à mauvais escient. Au fond, donc voilà, au fond, c'est une nouvelle articulation entre l'individuel et le collectif, une certaine science du tout qui est devant nous, voilà, une certaine science du tout en démocratie qui est le problème devant nous, profondément. Et c'est ce que j'espère que cette crise, qui est encore une fois une opportunité, nous permettra de mieux traiter que ce que nous avons fait après mai 68. J'espère qu'on a suffisamment mûri pour le faire, mais je n'en suis pas si sûr. Alors, ces trois cultures du développement humain que vous avez développées dans votre livre, qui sont l'utopie comme capacité à imaginer des différentes formes nouvelles, la régulation qui est en fait le recyclage de ces utopies, celles qui sont porteuses d'avenir dans le système, et d'autre part, enfin, la dimension de résistance qui est importante, parce que sinon, effectivement, il n'y a pas d'espace pour l'utopie, même si la résistance peut prendre un volet qui consiste à bloquer et à rester dans l'ancien aussi, la résistance. Mais c'est aussi une part de la résistance nécessaire pour éviter aussi que des utopies malfaisantes se répandent aussi. Donc, on voit bien cette logique résistance, régulation, utopie, où en fait vous manifestez qu'est-ce que peut être une démocratie vivante. Parce qu'effectivement, sans résistance, sans utopie et sans régulation, on voit bien, et certains l'ont toujours souligné, qu'on perd à ce moment-là la capacité démocratique. D'ailleurs, on voit bien que ce que vous évoquez, ça nourrit la démocratie, et c'est quelque chose qui est en quelque sorte un élément d'équilibre avec une logique qui serait le tout marché. Alors, automatiquement, la question qu'on peut se poser, c'est que, comme on a vu depuis 10-15 ans la logique du tout marché envahir le marché, ce qui est logique, mais envahir malgré tout l'ensemble de la société, c'est-à-dire qu'on est passé d'une économie de marché, c'est-à-dire où là c'est très bien, le marché sert à l'économie, à une société de marché où on transforme tout en marché, il n'y a plus de place pour le gratuit, il n'y a plus de place pour l'échange, il n'y a plus de place pour même le politique au sens noble du terme, puisque tout est rapporté à une logique marchande, y compris finalement le discours politique qui doit être vendeur ou qui doit permettre l'élection. Donc à partir du moment où on est dans une logique purement, disons, mercantile, le danger, c'est que vos souhaits soient laminés par la réalité. C'est-à-dire qu'on soit de l'ordre de quelque chose du souhaitable, mais qu'on voie le système dériver dans l'inverse. Et c'est un peu ce qu'on a constaté
tout de même ces 10 dernières années, parce que tout le monde, finalement, personne de démocrate n'irait contre vos idées. Je pense qu'elles sont largement acceptables et acceptées. Le problème, c'est que chacun se sent de plus en plus dans l'incapacité de résister. C'est ce que, en tout cas moi, je vois que c'est de plus en plus difficile de résister, parce qu'à mesure que notre niveau de vie se dégrade et beaucoup de gens font l'expérience, ben résister, ça a un coût. Donc, alors on le fait de plus en plus au risque et au péril de... les régulations, on a vu au contraire un monde se déréguler, au point même qu'on ait laissé des gens qui sont au cœur du système être eux-mêmes dérégulés, ce qui est une absurdité et que justement en systémique on connaît, c'est-à-dire que et même un enfant le sait, s'il ne faut pas que la banque du Monopoly soit en même temps joueur, sinon on casse, parce que si le banquier se met à jouer au sein du système, c'est ce qu'ils ont fait, à ce moment-là on ne sait plus si la banque c'est un espace où les autres viennent pour échanger, ou si c'est la banque qui utilise sa prédominance pour jouer du système. De la même manière, une chose est de jouer à l'intérieur du marché, et comme dit très bien Soros, d'utiliser le marché pour faire de l'argent. Alors là, on est en position méta et on dérive, on n'est plus du tout dans la même chose. Donc là, il y a des effets tout à fait majeurs et tout à fait particuliers qui font qu'effectivement la crise actuelle, elle est tout de même problématique par rapport au système lui-même. Donc la première question, c'est est-ce que, malgré qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il faut garder une morale au système comme celle que vous évoquiez, est-ce que le système lui-même, intrinsèquement, il ne comporte pas des caractéristiques qui font qu'il dérive implacablement vers une instrumentalisation croissante et une efficacité absurde. En fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens voient l'efficacité du système, mais ils voient aussi derrière l'absurdité qu'il est en train de créer, notamment la crise écologique. Ça, c'est un premier point, c'est une première question. Et la deuxième question, au moment où je vous pose cette question, on ne peut pas y répondre, peut-être qu'au moment où on fera le séminaire donc, sur la crise écologique, sociale et économique, on aura plus d'éléments. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous, issus du monde économique et surtout en tant que, pendant longtemps, directeur du plan, est-ce que la crise économique, et dans ce sens-là, elle pourrait devenir systémique au sens propre, ne risque pas de se mixer d'une crise sociale? Parce que, au fond, ce qu'on est en train de préparer à travers la magnifique nouvelle que le pétrole a chuté en cours, tout le monde est émerveillé qu'enfin le coût du pétrole est revenu acceptable. Ça veut dire tout simplement que dans le monde entier, on est en train d'arrêter les usines, la production. Et ça, derrière, c'est une crise sociale, c'est des milliers d'emplois qui sont en train d'être perdus, etc. Donc, est-ce que, même si vous avez une précaution de bonne aloi face à ce qu'on pourrait appeler une révolution qui présente des risques majeurs, et ça on le sait, de régression, et notamment de régression totalitaire, et bien évidemment il faut être précautionneux par rapport à ces enjeux. On n'est pas, dans les mois qui viennent, face à une crise sociale qui va précipiter les choses, dans la mesure où si, après la crise financière, on voit une crise sociale, et notamment comment on expliquera qu'on a trouvé 300 milliards, 1000 milliards pour les banques, mais que quand les gens vont être au chômage, on ne pourra plus verser le RMI et le chômage parce que tout simplement l'État n'en aura plus les moyens parce qu'il faudra payer les banques. Enfin, oui. Je crois qu'on n'en est pas tout à fait là quand même, mais bon, sur la première question. Oui, deux questions. Hein. Partons sur la première. Je crois que c'est vrai que le système a un fort degré de conditionnement sur les individus et que c'est assez difficile d'y échapper, qu'il y a une pression assez forte du système sur les valeurs, sur
avec des zones un peu plus libres quand même. Je pense que le monde de la fonction publique, lui, il est quand même plus autonome, mais il a tendance à vivre un peu replié sur lui-même. Le monde associatif, lui aussi, est plus libre, mais plus pauvre. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, notamment auprès des jeunes cadres, quand même, la vie est difficile. La vie est difficile, la pression du système est trop forte. Bon. Alors, sur ce point, peut-être deux choses. Bon, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le problème des rapports de force. Quand je regarde l'évolution du capitalisme, dans l'après-guerre, on peut dire que les managers et les salariés ont dans l'ensemble dominé les consommateurs et les actionnaires. Ils imposaient des prix qui augmentaient régulièrement aux consommateurs et rémunéraient plus ou moins bien les actionnaires et encore moins bien les obligataires. Et pendant cette période, on avait le plein emploi et donc on avait un déséquilibre qui allait dans un certain sens. Aujourd'hui, le déséquilibre est inverse, c'est-à-dire que le consommateur et l'actionnaire sont un peu légués contre le manager et le salarié. Parce que le consommateur demande des prix bas et des produits de bonne qualité, l'actionnaire demande des rendements toujours accrus, qu'est-ce qu'on fait? On comprime au maximum, on pressure ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la production elle-même, enfin la masse salariale. Donc là, il y a un rééquilibre à trouver. Bon, ça c'est évident qu'il faut une consommation plus responsable, un actionnariat plus responsable, et sans doute des règles du jeu qui font que les profits exagérés ou non réinvestis sont dans une forme ou une autre taxés. Donc je pense qu'un des enjeux pour l'Europe aujourd'hui, c'est de communautariser l'impôt sur les sociétés et d'avoir un taux d'impôt sur les sociétés qui augmente lorsque le taux de rentabilité des fonds propres est exagéré, par exemple. Donc il y a vraiment à reconstruire des nouveaux rapports de force au sein du système capitaliste. Deuxièmement, je pense que tout de même, une des graves problèmes d'aujourd'hui, c'est tout de même le chômage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a du mal-être social? C'est tout de même très largement le fait que en France, à peu près 4 millions de personnes soit ne travaillent pas du tout, c'est à peu près 2 millions, 1,5 millions, soit sont en sous-emploi, c'est-à-dire voudraient travailler plus qu'ils ne peuvent. Ces personnes ont des problèmes de revenus, des problèmes de fin de mois. Donc, pour moi, retrouver un plein emploi de qualité, c'est-à-dire pas avec des bad jobs, mais un emploi de qualité, c'est vraiment une condition fondamentale de la rénovation du système actuel. Le retour au plein emploi devrait être notre objectif prioritaire, et si on veut le plein emploi de qualité, non pas le plein emploi né de la dérégulation, il faut y mettre le prix et être prêt à le payer. Voilà. Alors, ensuite, on a des problèmes de gouvernance mondiale. À l'évidence, les questions de taux de change ne sont pas bien réglées. Le dollar qui est en défi pourrait être plus bas. La monnaie chinoise pourrait être plus élevée. C'est pas normal que la Chine soit en excédent comme elle l'est. D'ailleurs, ils ont très bien compris, très habilement, en faisant un plan de relance avant tout le monde et avant qu'on leur demande, ils répondent, ils jouent le jeu d'une bonne mondialisation en faisant ça. Donc, on est très loin il faudrait avoir au niveau mondial, au fond, les grandes orientations de politique économique qu'on a mis en place au niveau de l'Europe, où on dit à chaque pays un peu ce qu'il faudrait qu'il fasse pour optimiser le jeu global. On a un problème de gouvernance mondiale. Voilà. Mais, donc déjà, si on faisait tout ça, rééquilibrer les rapports de force, retrouver un modèle français de retour au plein emploi, améliorer la gouvernance mondiale, il resterait un problème important pour moi à résoudre, enfin deux problèmes importants à résoudre. Le problème du droit au temps choisi. Si on considère que la vie humaine, le développement personnel implique, je trouve, que chacun puisse trouver son équilibre, qui va varier d'un moment à l'autre de sa vie, entre le temps professionnel, le temps relationnel, le temps spirituel, le temps intérieur, le temps individuel, il faut que chacun puisse arbitrer entre temps de travail et revenus d'une manière aussi sécurisée que possible. Donc, le droit au travail à temps choisi
pour moi, est un élément tout à fait fondamental de cette rénovation. C'est pas aujourd'hui que je découvre ça, puisque nous avions écrit un livre sur le sujet avec Jacques Delors en 1980. C'est donc 28 ans. Je dirais, certains pays ne l'ont pas dit, mais ils l'ont fait. La Suède, les Pays-Bas, le travail à temps partiel est choisi et a largement contribué à améliorer la performance collective en matière de chômage. Donc, ça c'est une condition. Alors, il y en a une dernière qui est importante, qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, savoir que si on est condamné à une certaine forme de sobriété, ça va poser des problèmes en termes de justice. Parce qu'aujourd'hui, au fond, on a traité la question de la justice en développant la production. C'était ça le but. On a dit, plutôt que de redistribuer, on a accru les biens disponibles, en disant que ça finira bien par redescendre à ceux qui sont les moins favorisés. Si une expansion est moins forte, on va avoir un problème de redistribution. Donc on a inventé de nouvelles formes de redistribution. Donc maintenir ce qui existe, la sécurité sociale, les retraites, c'est une chose, mais on voit bien qu'il y a peut-être d'autres formes à inventer. La prime pour l'emploi, par exemple, en France, c'est une nouvelle forme de redistribution. On a dit, je vais donner de l'argent à quelqu'un qui travaille pourtant à plein temps au SMIC. D'ailleurs, à mon avis, on a peut-être été trop généreux. Parce que, par ailleurs, on avait des déficits en santé, retraite, est-ce qu'on avait les moyens de faire ça? Et on voit bien qu'on cherche à résoudre ce problème de décalage entre les désirs et les moyens en inventant de nouvelles formes de redistribution. Le RSA, c'est exactement ça. On a dit les gens qui travaillent à mi-temps, qui ne peuvent pas travailler plus, mais on va leur augmenter leur revenu de 25%, grosso modo. Donc on va redistribuer pour ceux qui n'arrivent pas à travailler à plein temps, avec le risque que du coup, on légitime du travail à mi-temps. Mais moi je pense qu'il peut y avoir d'autres formes. Si par exemple, on met tout le monde à égalité devant le péril climatique, ça voudrait dire qu'on donnerait des droits d'émission égaux par individu. Et à la limite, les gens qui n'ont pas de voiture, qui bougent peu de chez eux, qui donc fabriquent peu d'effets de serre, auraient des droits qu'ils pourraient revendre. Et donc on aurait une nouvelle forme de redistribution liée à l'écologie. Si on applique le principe dit de contraction et de convergence aux effets climatiques, c'est un énorme travail de redistribution au niveau mondial d'ailleurs. Tout le monde dit au mieux on pourrait aller progressivement vers un principe comme ça en 2050 ou 2100. Ouais, je pense à une autre forme de redistribution. Peut-être expliquer ce que c'est contraction et convergence, parce que ça c'est important. Je pense que c'est un concept très important pour les années à venir, parce qu'il est central et qui est peu sur la place publique. Et c'est peu explicité. C'est simplement l'idée que si on veut plafonner à 2 degrés l'augmentation de la température moyenne du globe, il va falloir réduire grosso modo par 3 les émissions d'ici 2050. Comment est-ce qu'on va réduire par 3? Est-ce qu'on va réduire en disant on prend le niveau de départ et tout le monde réduit d'un tiers, mais alors les pays pauvres qui n'ont pas du tout pollué, ils se disent mais attendez, mais c'est inacceptable pour moi, ou est-ce qu'on va donner des droits égaux à tout le monde? Et dans toute la période de montée en puissance, mais les pays qui se sont peu développés vont avoir des droits à polluer très supérieurs à ce qu'ils émettront réellement. Inversement, les pays riches auront des droits très insuffisants par rapport à ce qu'ils font réellement, ils sont obligés de racheter aux autres. Donc ça crée une redistribution au niveau mondial considérable. Oui, derrière ce principe, il y a un principe de justice qui a été valorisé par le Sud. C'est-à-dire, le Sud disait, c'est bien que vous diminuez votre pollution, mais nous, il n'y a aucune raison que sous prétexte qu'il faut diminuer la pollution, on n'ait pas le droit à la croissance, sous prétexte que c'est vous qui avez, depuis 50 ans, déjà pollué la Terre. Et donc là, il y a une volonté au niveau planétaire de justice, et c'est vrai qu'on sent bien que ce principe de convergence et de contraction, il est incontournable. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va devenir évident et nécessaire.
de se contracter, ça va devenir de plus en plus évident, mais de converger, parce que sinon la contraction ne passe pas du point de vue des pays émergents et en développement. Alors la question c'est le délai, puisque évidemment ceux qui sont partis les premiers, c'est un peu normal, on ne peut pas leur demander de faire tout le chemin d'un coup. Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres formes de redistribution auxquelles on pourrait songer, par exemple le droit à être accordé au réseau. Aujourd'hui, tout le monde admet que tout le monde a le droit d'avoir l'eau, le gaz, l'électricité, la télévision, le téléphone. Tout le monde admet qu'on ait le droit, mais par contre, on n'a pas le droit. Je veux dire, si on n'a pas d'argent, on n'a pas le droit. Enfin, oui et non, parce que de facto, on a déjà dit que, par exemple, les gens qui avaient du mal à payer leur abonnement EDF, leur téléphone, il ne fallait pas leur couper. On leur coupe pas, on leur fabrique des espèces de formules compliquées d'abonnement restreint, où ils peuvent tirer un peu d'eau, mais pas trop. Donc, les gens qui sont aux minima sociaux, de facto, on leur a donné un certain nombre de droits. Mais en France. En France. Mais simplement, chaque système a son propre mécanisme. C'est extrêmement compliqué pour les gens qui sont obligés de régler des problèmes avec eux. Moi, je me dis qu'au fond, s'il y a un droit à être raccordé au réseau, comme il y a un droit à la santé, l'abonnement, je ne dis pas la consommation, mais l'abonnement pourrait être financé par un prélèvement sur le revenu. Tout le monde serait raccordé. Quand le revenu monte, on paie un peu plus. Quand le revenu baisse, on paie un peu moins. Il n'y a pas de rupture dans le... Alors bien entendu, la consommation elle-même, c'est normal de la tarifer pour le principe de bonne gestion économique. Bon. Oui, sans compter que quand on coupe une personne du réseau, ça veut dire qu'elle dérive très rapidement dans un état où soit on le laisse et à ce moment-là ça devient immoral et c'est contre toute justice de solidarité et de sauvegarde d'une personne en danger. Et à ce moment-là, on met en œuvre des procédés qui coûtent infiniment plus cher que ceux qui auraient consisté à le maintenir en lien. Et on crée des crises. Et on crée des crises. Donc je crois que c'est là où... En plus, les gens peuvent se dire, si je reprends un travail, je vais perdre... Excusez-moi, je suis en passant, je vais vous offrir notre numéro anniversaire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Donc, voilà, tout ceci, on crée des crises chez les individus et on insécurise leur parcours. Voilà. Comme il y a des fluctuations de revenus maintenant, malheureusement, encore une fois, le but est bien d'avoir davantage de parcours sécurisés pour les personnes, mais néanmoins, quand il y a des fluctuations de revenus, ça serait bien qu'il n'y ait pas trop de problèmes au niveau de ce qui est devenu un droit fondamental de fait. Voilà. En d'autres termes, je donne ça comme exemple, mais ce qui me paraît important, c'est de bien comprendre que dans cette société créative et solidaire, mais sobre, on va être obligé d'inventer des nouvelles formes de redistribution. Et ça c'est... Alors, est-ce que c'est une rupture systémique? Oui, par rapport au libéralisme anglo-saxonne. Je pense que le libéralisme anglo-saxonne, lui, va être obligé de faire une rupture systémique. C'est-à-dire qu'il va être obligé de faire de la redistribution. Que la période où on pouvait dire que le marché pouvait tout régler sans système de redistribution est une période révolue. De ce point de vue-là, il y a un changement systémique, mais ce n'est pas un changement de système. Alors là, il y a peut-être un changement de système, mais celui-là, moi, je ne le vois pas encore. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un des modèles qu'il faut qu'on observe de très près, c'est finalement les pays nordiques, qui sont parmi les pays les plus régulés et les plus solidaires d'Europe et qui en même temps montrent une dynamique économique qui n'est pas inférieure aux Américains et qui est même supérieure en l'occurrence. Donc est-ce qu'on n'a pas, comme certains l'ont souligné, là un modèle pour l'Europe très différent du libéralisme américain, spécifiquement européen dans sa caractéristique démocratique, profondément démocratique, puisque on sent que dans ces pays-là, il y a en plus une démocratie vivante, au sens où vous l'entendez avec des gens qui sont des activistes, qui sont résistants, qui régulent, et qui aussi sont capables de porter des utopies, d'ailleurs y compris dans la dimension économique, puisque certains nombres de leurs succès comme Ikea
sont en fait des utopies réalisées et qui apportent d'ailleurs un bénéfice considérable en termes de créativité et d'apport au monde, à la fois aux consommateurs, mais aussi au pays lui-même et aux actionnaires. Donc, est-ce qu'on n'a pas là, avec les pays nordiques, quelque chose qui ressemble, j'allais dire étrangement, non, qui ressemble tout simplement, qui ressemble en tout cas significativement à tout ce que vous avez décrit? Est-ce que ce n'est pas une manière concrète de spécifier un peu ce dont vous avez parlé? Et face à ce éventuel modèle, quelle serait votre critique? Moi, je trouve effectivement que les pays nordiques ont su concilier ces trois cultures, hein, c'est très clair. Ils ont peut-être un peu moins la culture de l'utopie aujourd'hui, mais en tout cas la culture de résistance et de régulation, ils la portent assez loin. Mais le problème français, en miroir, apparaît clairement. C'est notre problème, c'est que ces pays ont le sens collectif. Ils ont le sens, ils ont des partenaires sociaux très peu nombreux, beaucoup moins divisés que chez nous, influents, avec beaucoup d'adhérents, très responsables, donc ils sont capables de faire des compromis avec le marché pour savoir ce qui peut être accepté, pas accepté. Donc les demandeurs d'emploi sont très soutenus par des indemnités de chômage élevées, mais en même temps on les contraint un peu à suivre des formations pour aller vers les emplois disponibles. Donc il y a des disciplines collectives qui sont en permanence en fonction, et nous n'avons pas ces disciplines collectives. Au fond, le problème français, c'est que nous rêvons du modèle nordique et que nous avons les comportements individualistes des pays anglo-saxons. Et que ça ne marche pas, car on ne peut pas échapper à des problèmes de cohérence. Donc le problème, c'est de trouver une voie de cheminer entre ces deux écueils, hein, du libéral-populisme d'un côté et du social-corporatisme de l'autre, la autre version de ce couple étatisme-individualisme qui est si présent chez nous. Donc je suis convaincu qu'il y a une voie moyenne, une voie à trouver progressivement, dans laquelle l'individu devient coopératif, où un minimum de discipline collective se crée, mais pour ça, il faut vraiment qu'on se donne l'objectif d'une nouvelle régulation du capitalisme et d'une priorité au plein emploi à temps choisi dans une société écologiquement correcte avec une protection sociale de bon niveau. Mais il faut savoir qu'il faut en payer le prix. Donc maintenant, pour moi, le problème, c'est d'avoir une offre politique suffisamment claire et mobilisatrice pour que nous sachions payer le prix de toutes ces reconstructions qu'il faut faire pour compenser toutes nos négligences du passé qui apparaissent en pleine lumière maintenant à l'occasion de cette crise, dont on verra si elle aura été féconde ou destructrice en fonction de nos capacités d'y faire face. Merci beaucoup. Et on va voir dans les prochains mois, d'ici ce séminaire, un peu comment les choses vont évoluer. Voilà. Par rapport à ce point d'une éventuelle crise sociale, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut prévoir, on peut anticiper quelque chose dans ce domaine? Est-ce que la crise économique n'annonce pas en fait une situation telle qu'on est d'ici 2-3 mois, à mesure que la crise économique va se transformer en licenciement, une crise sociale majeure? Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là? On a toujours ce risque-là en France, parce qu'en France, il y a une espèce de besoin de spasme collectif qui est récurrent. On a besoin d'un spasme tous les 2-3 ans. Donc, comme ça fait déjà maintenant près d'un an et demi qu'on n'a rien eu, ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, alors, savoir si la crise économique actuelle va provoquer une hausse du chômage ou pas, sûrement, mais de quelle ampleur? Voilà, tout est là. Encore une fois, je suis un peu choqué à certains moments quand je vois, après les résultats des fameux plus 40 000 chômeurs inscrits à la NPE au mois d'août, de la France qui se met à avoir mal aux chômeurs alors que
3 mois avant, on s'enorgueillissait d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Tout d'un coup, parce qu'il y en a 40 000 de plus, c'est-à-dire 1% de plus que la totalité des personnes qui souffrent d'insuffisance de travail. Vraiment, on a une espèce de sensibilité amorphe à certains moments, exagérée à d'autres, qui pour quelqu'un qui est sur le terrain à essayer d'aider des chômeurs depuis de longues années est choquant quand même. Hein. Bon, ceci dit, si ça nous permet de prendre conscience du fait que le chômage est un drame personnel et collectif, tant mieux. Alors, est-ce que ça peut dégénérer en crise sociale? Oui, ça peut. Encore que le chômage, c'est la grande différence entre l'exclusion et l'exploitation. En général, le chômage n'arrive pas à provoquer de la crise sociale. Hein. C'est plutôt pour des problèmes, c'est plutôt les gens en place qui font des actions sociales. Les chômeurs, ils sont dispersés, ils sont hétérogènes, ils ne sont pas représentés dans la société, ils sont trop seuls et ils ne peuvent pas assez participer d'ailleurs aux politiques qui les concernent. Donc oui, il y a un angle en vous entendant, il y a un angle qui est la crise du social au sens où les conditions sociales des populations, et notamment à cause du chômage, soient de plus en plus difficiles et que ça crée une crise sociale. Mais il y a aussi un autre risque qui est dans le sens inverse, c'est que, par exemple, on peut se demander la capacité des États modernes à faire face à la solidarité en cas de décroissance. Quelle est la capacité? Là, on retouche une question qui relève complètement du plan et de votre expérience dans ce domaine. C'est quelle est la capacité aujourd'hui de l'État français à payer non pas 2 millions de chômeurs, mais 4 millions, et à faire face au RMI dans lesquels il est déjà engagé, dans un contexte où sa dette augmenterait très fortement du fait de l'absence de croissance. C'est ça qui me semble très difficile. C'est ce croisement entre les dépenses, et alors ça c'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau global, c'est qu'au fond on a, y compris au niveau économique, puisqu'on a créé de la dette énormément, et notamment les Américains, mais c'est vrai aussi au niveau social, au sens où aujourd'hui on va avoir une masse de retraite considérable, la moitié des fonctionnaires partent à la retraite dans ces années, et on a une dette écologique, c'est-à-dire qu'on va devoir brusquement se mettre à payer toutes ces choses qu'on a externalisées, et là il y a une injustice alors de génération, parce que en fait on a reporté toute une série de problèmes sur la génération future. Et est-ce que là, on ne se retrouve pas à un point de bifurcation où l'État, débordé, va être incapable tout simplement de payer ses fonctionnaires, ses retraites, le chômage, le RMI, etc., etc. Il y a plusieurs questions dans la vôtre. Hein. D'abord, la question conjoncturelle. Bon, quelle va être l'ampleur, la durée du ralentissement? Bon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un chômage keynésien, et pas un chômage de type néoclassique, c'est-à-dire qu'il s'agit de soutenir la demande aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter à laisser les déficits s'accroître un peu. Il faut par exemple que l'assurance chômage soit gérée de manière contracyclique et non pas procyclique. Dans le passé, on a très mal géré l'assurance chômage. On a réduit l'indemnisation lorsque le chômage montait. Parce qu'évidemment, les caisses s'étaient vidées, donc on réduisait l'indemnisation. Mais on réduisait l'indemnisation, mais il n'y avait pas de travail. Donc c'est absurde. Donc j'espère que les négociateurs de l'assurance chômage auront la bonne idée de maintenir les systèmes actuels, même de les rendre un petit peu plus généreux, notamment pour le travail précaire et pour le travail des jeunes, qui est mal indemnisé. Donc premièrement, ne pas faire d'erreur de diagnostic. Nous sommes aujourd'hui sur une situation de chômage
de risque de chômage de type keynésien, il faut soutenir la demande. Donc le moment n'est pas venu de chasser les déficits tant que la confiance n'est pas revenue, tant que la croissance n'est pas repartie. Mais dès qu'elle sera repartie, là, il faudra, à ce moment-là, qu'une partie de la croissance nouvelle, qui peut quand même être pas énorme, mais de 1, 2, 3%, elle serve à se désendetter. Mais pas maintenant. Voilà, il faut savoir le faire. Voilà. Bon. Alors, si le problème plus structurel de long terme, écoutez, sur le problème des retraites, quand je regarde en tout cas les systèmes publics, les travaux que nous avons faits au Conseil d'orientation des retraites, aujourd'hui nous avons 1 ou 2% du PIB à trouver, 2% du PIB à trouver à l'horizon 2050. Ça ne me paraît pas hors de portée. N'oublions pas que si on a 1 ou 2% de croissance, encore une fois ça ne permet pas de tout faire, mais ça donne quand même quelques marges de manœuvre. Mais on ne pourra pas tout faire à la fois. Voilà. On va choisir entre avoir un système de retraite à peu près correct et souvent une consommation individuelle qui globalement n'augmente pas énormément, ou bien l'inverse. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Mais moi je ne suis pas arrivé à la conclusion que tout cela était ingérable. Voilà. Et la croissance, on le voit bien, est clé dans le modèle que vous évoquez, puisque c'est la croissance qui permet de financer finalement les coûts nouveaux générés par ces phénomènes de distribution. Or, en même temps, on voit bien que, comme vous l'avez évoqué à cause de l'aspect écologique, il nous faut quelque part une décroissance. Alors, comment on résout le problème d'une croissance économique, sociale de bien-être et écologique? Comment on fait pour que ces trois dimensions convergent justement dans une logique qui néanmoins, au niveau en tout cas matériel des matières premières, doit être diminuée. C'est-à-dire que comment vous faites une économie en expansion dans un monde en contraction? Alors, en dehors des surprimes qui étaient une manière de résoudre tout ça par un tour de prestidigitation qui nous est retombé dessus. Parce que quelque part, les surprimes, bizarrement, comme vous l'avez très bien indiqué, c'était une manière de faire de la relance keynésienne à un moment où, de facto, l'économie, on donnait aux consommateurs, finalement, on peut donner les banques étaient plus sociales qu'on imaginait, et en tout cas, elles ont fait du social et du keynésianisme non régulé. Et donc là, ça aboutit. Alors comment on le fait de manière régulée et intelligente dans un univers qui se contracte au niveau de la matière en tout cas, et des matières premières? Ce qui se contracte, c'est qu'on ne peut pas tirer éternellement sur les ressources énergétiques telles que celles que nous utilisons, mais savoir quelles ressources énergétiques on utilisera demain, personne ne le sait exactement. Dans un siècle ou deux, moi je ne sais pas quelle énergie on utilisera. S'il y a 3 siècles, on avait dit que le pétrole jouerait un rôle aussi essentiel dans nos sociétés aujourd'hui, on aurait surpris nos devanciers du XVIIIe siècle. Si on leur avait dit le pétrole, ça sera la grande énergie des années, dans 2 siècles, monsieur Voltaire, on l'aurait surpris beaucoup quand même. Oui, bon. Donc, tout à fait. Il y a l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux moyens. Mais on bute aujourd'hui, malgré tout, sur quelque chose d'assez radical, qui est la limite du pétrole, mais évidemment la limite aussi de toutes les ressources primaires. Imaginons même qu'on ait une énergie gratuite et à très faible coût, comme on pense pouvoir être la fusion ou l'hydrogène. Enfin, on a imaginé plein de systèmes, mais qui tardent à venir. En fait, il y a un petit temps de décalage, parce que finalement, on pensait qu'il viendrait plus vite et que le problème du pétrole serait résolu. Néanmoins, derrière, il y a cette fameuse limite qu'avait annoncé le Club de Rome il y a 30 ans, qui est tout simplement qu'on a consommé actuellement plus de la moitié des matières premières de la planète, et que, au fond, en glissant vers 10 milliards d'êtres humains, on peut, dans les 25 ans,
de manière beaucoup plus rapide encore que précédemment, et surtout si on a des moyens énergétiques peu chers, surtout dans ce cas-là, bizarrement, consommer le restant. Donc comment vous résolvez ce problème d'une croissance nécessaire de l'économie, parce qu'elle est intrinsèque dans notre système, il nous faut de la croissance, parce que comme un vélo, c'est la croissance qui nous fait avancer, et puis d'un autre côté, et qui nous fait tenir le système actuel, et d'un autre côté, un ensemble de matières premières qui sont au cœur de notre croissance et qui viennent à manquer ou à coûter de plus en plus cher du fait du croisement de la courbe de production et du besoin solvable. Je pense que le système des prix créera une certaine allocation des ressources rares, hein, et qu'à ce moment-là, les prix des matières rares monteront, qu'on recyclera toutes celles qui existent, qu'on cherchera avec ardeur des systèmes de substitution. Bon, alors, moi je ne peux pas assez travailler le sujet pour être capable de dire qu'il n'y aura plus de cuivre à telle date, mais on avait besoin de beaucoup de fils de cuivre pour faire passer le téléphone. Maintenant on est passé en fibre optique aussi, hein. Donc je pense que tout ce travail écologique, si vous voulez, ça va entraîner aussi d'autres formes de croissance, d'autres formes d'emploi. Donc la résultante globale de cet ensemble de mouvements, moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez travaillé le sujet pour vous le dire, mais... On est dans une logique de destruction créatrice du type keynésien, en fait. Du type schumpeterien. Schumpeterien, pardon. Je pense que ces phénomènes de redistribution, ça veut dire qu'on prend à l'un pour donner à l'autre, ça ne réduit pas la croissance. Bien sûr. Ça veut dire que ça croît autrement. C'est une autre croissance. Ça fait croître autrement, voilà, en allant davantage vers des besoins fondamentaux. Et pour les matières rares, un système des prix, le système des prix, quand même pas un mauvais indicateur. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu mieux réguler tout ça? Quel est le bon prix du pétrole aujourd'hui? Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui, 15 novembre? Est-ce que c'était celui du mois de juin? Est-ce qu'on doit avoir des stabilisateurs pour avoir des actions procycliques, contracycliques plutôt, et quand ils baissent, mettre de l'argent en réserve pour investir? De toute façon, je pense que parmi les moyens qu'on aurait aujourd'hui de soutenir le pouvoir d'achat des personnes qui en ont besoin, je pense qu'un programme de subvention aux investissements d'économie d'énergie serait une bonne manière d'optimiser ce que nous avons à faire. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'y pense pas plus. Dans tous les ménages relativement pauvres, on aurait des subventions à l'économie d'énergie, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour les personnes qui ont des notes des charges moins lourdes, et puis c'est gagnant pour l'effet de serre. Donc, en d'autres termes, ces contraintes de rareté qui vont venir de l'impact du défi écologique vont être un facteur d'optimisation, vont sûrement nous obliger à faire des sacrifices, mais vont aussi entraîner d'autres formes de productivité. Donc la résultante globale de tout ceci, moi je ne la connais pas, mais je pense qu'un taux de croissance faible reste toujours possible sur une longue période. Voilà. Oui, on peut imaginer de dématérialiser les produits. Enfin, il y a aussi tous les produits immatériels. On peut imaginer un développement d'une économie verte et puis de nombreux produits immatériels. On a plein de choses à imaginer. Il faut être créatif, solidaire et sobre. Merci Jean-Baptiste. Bon, on est venu nous